Précédemment, au pays du loup, la meute des Manitou modifiait ses déplacements à l'intérieur de son territoire, un comportement normal au mois d'août. Monique, Reynald et moi tentons de repérer de nouveaux endroits où faire le guet, car Jimmy, Como et les autres ne fréquentent plus le secteur de la Pinède. Nous avons bon espoir de pouvoir reprendre sous peu le tournage de nos sujets lupins, comme la belle patte blanche. En attendant, mon père en profite pour filmer la faune dans la baie des Rondouillets. De mon côté, je passe du temps avec Roussel et ses jeunes, ou bien j'explore les tourbières situées au cœur du domaine des loups. Un sentier que nous avons aménagé conduit directement à un affût dans la baie des Rondouillets. 5 minutes de marche qui suscitent le sentiment d'être au bout du monde. Certaines espèces sont si farouches que mon père doit dissimuler sa présence pour parvenir à les filmer. Au début, les Rondouillets trouvaient le comportement de Reynald pour le moins étrange. Ils se sont adaptés à cette bizarrerie, étant donné qu'elle ne les concerne pas. Le cinéaste repère ses premiers sujets. Un bruant chanteur en mue, et un vison d'Amérique. Les plongeons huards sont les véritables seigneurs de la baie. L'abondance de nourriture attire plusieurs autres piscivores, comme ce martin pêcheur d'Amérique. La baie est un vaste garde-manger estival pour plusieurs espèces d'oiseaux. Ce grand héron est un pêcheur opportuniste, un familier de la baie des Rondouillets. Son apparition éveille la méfiance du voisinage. On entend, à travers les branches, que les fuligules à collier l'auraient vu avaler un caneton en juin. La mer se le rappelle. Un vague souvenir qui n'empêche pas les canards de plonger à la recherche de mollusques et d'écrevisses. Dès qu'un oiseau capture une proie, les autres veulent lui voler. Du haut de son perchoir,
Le martin-pêcheur se moque de la convoitise des fuligules. Pour capter ce genre de scène, le cinéaste doit être très patient. Il est cependant difficile d'échapper à la vigilance du grand héron. Pendant que l'échassier tente d'enlever les sangsues collées sur ses pattes, les rondouillets se régalent. Une session de tournage fructueuse se termine pour Reynald. Une soirée de travail débute pour les castors. En plus des rondouillets et des loups, nous suivions chaque année les plongeons huards qui nichaient dans la baie et quelques familles de renards roux, dont Roussel et ses petits. C'est fascinant de constater à quel point on peut observer des comportements différents au sein d'une même espèce. Roussel était une mère très permissive et ses renardeaux, des enfants rois qui n'en faisaient qu'à leur tête. On connaissait une autre renarde qui élevait ses petits avec beaucoup plus de discipline. Même espèce, deux personnalités, avec chacune sa façon d'éduquer les petits. En nous, Roussel jouait encore un rôle très actif auprès de ses jeunes. Et c'était vraiment intéressant à observer. Après un bref contact de reconnaissance, mon ami Roussel ne se soucie plus de ma présence. Déjà, certains de ses renardeaux la dépassent en taille. Ils batifolent autour d'elle librement, sans qu'elle leur impose la plus élémentaire discipline. Roussel invite ses petits à la suivre. J'ai observé ce comportement chez les loups, mais rarement chez les renards. Pour les jeunes, suivre maman est une fête, un jeu. La promenade revêt toutefois un but moins ludique. La renarde souhaite inculquer des enseignements à sa progéniture, du genre « quoi faire en cas de rencontre avec un ours ». En réalité, Roussel et les siens croisent souvent ces baribales, dont la mère arbore un beau pelage brunâtre. Une ours magnifique qui a pris l'habitude de venir manger, avec son ourson, dans la clairière où les renardeaux s'initient aux rudiments du mulottage.
Les goupils devront patienter jusqu'au départ des ours, à moins que l'observation réciproque devienne un nouveau jeu. Roussel n'était pas une renarde comme les autres. Un jour, nous l'avons vue répondre à la demande d'attention d'un de ses ados. Elle s'est mise à nettoyer sa fourrure pour la débarrasser de ses parasites. Il était plus grand qu'elle, mais elle le maternait comme s'il était encore un renardeau âgé d'1 mois. Roussel s'aventurait parfois dans les parages du camp de base. La belle ours à la fourrure brune aussi. Un matin, son ourson s'est perdu dans les dédales d'Aune bordant la baie des Rondouillets. Mon père sait que lorsqu'une ours se rend compte que son ourson est en détresse, elle s'affole, adopte une attitude défensive et peut voir une menace dans la première créature qui se trouve entre elle et sa progéniture. De là l'importance de la localiser afin d'éviter la confusion pouvant entraîner une attaque. Reynald n'a pas quitté l'ourson des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse. À vrai dire, mon père s'est hasardé hors de sa cache seulement après s'être rassuré sur le fait que la mère ours n'allait pas surgir près de lui. Le passage de Roussel dans la baie des Rondouillets causait moins d'émotion au cinéaste. Mais pour les proies potentielles de la renarde, comme la famille de Fuligule à Collier, c'était une autre histoire. Le territoire d'un renard roux est beaucoup plus petit que celui d'un loup. Pour trouver les nouveaux trajets quotidiens des Manitous sur une étendue d'environ 600 km², il fallait non seulement de la patience, mais beaucoup d'intuition et de chance. C'est donc avec enthousiasme que nous poursuivions l'exploration de la région centrale du domaine de la Meute, dont le relief offrait des points de vue intéressants. Plusieurs orignaux et ours noirs vivaient dans cet habitat dynamique composé de marais, de lacs
de tourbières et de forêts denses. Il y avait aussi des parterres de coupe datant d'une dizaine d'années et des clairières où les exploitants forestiers avaient extrait du sable afin d'aménager des accès temporaires à leur chantier. Un vrai paradis pour les loups qui aiment les coteaux, les surplombs et surtout les sols sablonneux. Nous avons commencé à faire le guet là où leurs traces étaient les plus nombreuses. La chance nous a souri. Depuis son conflit avec l'ours philosophe, en juillet dernier, Como affiche de la réserve lorsqu'il rencontre un baribal, même petit. En se postant au sommet de l'esquerre, il peut surveiller le jeune ours à sa guise. Les odeurs et les sons montent, lui apportant une panoplie d'informations sur les activités des animaux des alentours. De plus, le loup passe inaperçu du haut de son promontoire, puisque l'ours en contrebas peut difficilement le flairer. Como adore passer des heures sur cette butte stratégique qui lui sert à la fois d'aire de repos et de poste de guet. Il décide de se montrer, question de rappeler aux ours qu'il est le véritable maître des lieux. Como paraissait encore plus beau dans ce nouvel environnement, comme si le mois d'août le métamorphosait en un être parfait, physiquement et psychologiquement. Le regard charismatique de ce loup me hante toujours aujourd'hui. Parfois, je sentais sa présence sans le voir. Il était dans la rosée du matin, dans la forêt pleine de mystères, quelque part autour du lac. Un loup et son habitat ne font qu'un. Et c'est pour cela que l'esprit de Como m'accompagnait, même quand j'accueillais l'aube au milieu des brumes enveloppant la tourbière.
Dans le prochain épisode, le thème de la rencontre sera à l'honneur. Rencontre tendue entre divers personnages. Rencontre pacifique et inattendue entre voisins. Rencontre entre la nuit et le jour qui engendre les premières brumes de septembre. Sans oublier la belle patte blanche que nous surprendrons en chasse dans la région des tourbières. Un début d'automne inoubliable que j'espère partager avec vous au pays du loup. Mahingen with